serait tous les mêmes. Mais c'est qu'une histoire de monnaie. Je crois que cette fois c'est bon. Salut, je viens aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai l'impression de voir de plus en plus développé dans les médias, dans certains médias indépendants et par certaines personnes que je suis, par exemple sur les réseaux. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en discuter avec d'autres personnes que les gens de mon cercle proche tout simplement, et de participer à l'émergence de ce sujet, en tout cas à mon échelle. Donc je filme avec mon téléphone, j'espère que la qualité sera pas trop pourrie. En même temps je me dis l'important c'est plutôt ce que je raconte que ma tête quoi, donc on va faire comme ça aujourd'hui et puis on verra bien. Je pense pas que ce soit très problématique. Donc en fait ce sujet c'est l'écologie décoloniale. Donc c'est un sujet intersectionnel évidemment. Quand j'en discute avec des personnes qui sont pas forcément renseignées sur ce sujet, en tout cas sur l'intersectionnalité des luttes, j'ai l'impression que certaines de ces personnes, même quand elles sont pas mal intentionnées, on va dire, qu'elles sont ouvertes à ce débat et à la réflexion, ont un petit peu comme une impression à travers l'intersectionnalité de sujets qu'on voudrait un petit peu rafistoler artificiellement ou raccorder ensemble, comme si c'était pas vraiment, en tout cas directement lié. Mais en tout cas, je sais pas si on peut dire pour toutes les dominations, parce que je parle pas ici en tant que spécialiste, mais en tout cas pour les sujets que je connais assez bien, que j'étudie et qui me concernent, je me rends compte que oui, on peut vraiment parler d'intersectionnalité et que, par exemple, pour les luttes, qu'elles soient féministes, décoloniales, capitalistes, anticapitalistes, on se rend compte que c'est vraiment lié en fait. C'est pas des luttes qu'on voudrait lier artificiellement, c'est vraiment le cœur du problème est le même et on se découvre un ennemi, on va dire, en tout cas quelque chose à abolir qui est commun. Donc ça peut être un petit peu réjouissant parce que quand on milite ou quand on s'intéresse à ces sujets en profondeur, on peut être un peu anéanti au bout d'un moment parce qu'il y a tellement de choses à faire et de choses qui vont pas que le burn-out militant peut nous frôler, etc. Donc à un moment je me suis un petit peu j'ai essayé de lire et de me documenter à ces sujets de façon différente, on va dire, parce que c'est vrai qu'il y a quelques mois j'en pouvais plus en fait de toute l'oppression subie à travers cette domination. Bon, en tout cas, quand on se découvre un ennemi commun, on se dit c'est déjà pas mal parce que finalement on va lutter ensemble. Plus je lis, plus je me renseigne, plus j'écoute des chercheurs sur ces sujets, plus je me déconstruis aussi, plus je me rends compte que l'origine de ces dominations est la même et que du coup cette intersectionnalité elle n'est pas du tout artificielle mais elle est vraiment au centre et au cœur du problème. C'est-à-dire que par exemple pour faire un parallèle, on s'est rendu compte qu'en fait le féminisme était présent en France et qu'on avait des féministes et que c'était très bien et tout ça, mais qu'en fait ce féminisme était excluant, c'est-à-dire que on n'incluait pas forcément toutes les femmes et toutes les formes en fait d'oppression patriarcale. Et par exemple, quand on écoute des personnes comme Rokhaya Diallo, on se rend compte que entre être une femme blanche et être une femme noire ou une femme asiatique, une femme maghrébine, etc., certes c'est une même domination qui est contre la femme, mais en fait il y a des spécificités dans chacune de ces luttes. Pour l'écologie décoloniale, c'est la même chose, c'est-à-dire que on n'aurait pas l'écologie d'un côté et le décolonialisme de l'autre. Ce sont vraiment des sujets en fait qui sont ensemble. Par exemple, pour l'Algérie, qui est, on va dire, le côté que je maîtriserai le mieux, quand on parle du colonialisme en Algérie, on parle évidemment d'une colonie qui est très particulière parce que c'est une colonie de peuplement. Donc c'est-à-dire que les personnes qui colonisent habitent là-bas et s'installent là-bas dans la durée et sur du long terme. Donc évidemment c'est très différent d'une colonie dans laquelle on va avoir des intérêts économiques, etc. Mais qui ne sont pas... où on va pas en fait s'établir, changer les noms de rues, tout l'environnement, le changer pour le mettre à sa sauce européenne. Donc si on veut parler de l'Algérie, par exemple, il y a eu un déracinement. On a pris les paysans qui étaient reculés dans les terres et on les a déplacés d'une façon
systémique, je pense notamment à partir de 1957 dans le nord constantinois et dans la Kabylie. Les Français en fait pouvaient comment dire ça, les militaires, l'armée française pouvait dominer assez facilement finalement les grandes villes comme Alger, comme d'autres grandes villes, mais tout ce qui était plus reculé, plus on allait loin, dans la campagne, dans les montagnes, dans les djebels, vers le maquis, plus la population était difficile à maîtriser et à contrôler. Donc ce que l'armée a fait, c'est qu'elle a fait des opérations de terre brûlée, c'est-à-dire qu'on brûlait les sols, on incendiait des forêts, du bétail, des animaux, des réserves de nourriture, pour que les personnes qui étaient récalcitrantes et qui ne voulaient pas en fait être déplacées pour être mises internées dans des regroupements, dans des camps de regroupement, on a appliqué la politique de la terre brûlée. Donc voilà, on a tout détruit, que ce soit le sol, parce qu'évidemment quand on incendie des sols, des forêts, il faut énormément de temps pour que ça se régénère, tout cet écosystème se régénère, on a brûlé du bétail, de la nourriture, etc. Donc en fait, quand on dit le sol et que c'est d'une colonie de peuplement, c'est pas simplement un sol, voilà, on est déplacé, on choisit plus où on habite, ce qui est déjà extrêmement violent évidemment. Mais c'est pas seulement ce déplacement en fait de soi-même, de sa famille, enfin ce déplacement par l'armée française des paysans algériens, c'est aussi la destruction d'un sol. C'est-à-dire qu'on va anéantir ce qui existait depuis extrêmement longtemps, le clan, la tribu, qui était vraiment, surtout en Kabylie, quelque chose de très établi et qui est structurant en fait pour la société. Donc le fait de détruire ça, c'est une vision, ça s'applique dans une vision coloniale où la personne, enfin les Algériens sont des indigènes, sont des personnes inférieures, ont des droits inférieurs évidemment. Là on voit très bien le sol, leur propre sol, qui est quand même le sol en fait, c'est pas seulement là où on habite, c'est aussi l'endroit qui nous a vu naître. Donc je le répète, surtout en Kabylie où il y avait très peu de déplacements. C'est pas comme aujourd'hui où on va faire ses études dans une grande ville, on se déplace comme ça. C'est vraiment quelque chose de séculaire où nos ancêtres ont été là et puis leurs ancêtres avant eux, etc. Donc c'est vraiment le sol, la terre, ce sont nos racines. Et donc le sol, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous voit grandir, c'est ce qui a vu grandir et naître et mourir nos ancêtres. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et donc ce que les Français, enfin ce que l'armée a fait, c'est que elle a déplacé des millions de personnes. Bourdieu a écrit un livre qui s'appelle Le Déracinement et qui parle de plus de 2 millions de personnes déplacées. Et si on compte l'exode vers les grandes villes et parfois vers la France, on peut amener ça à 3 millions de personnes. Donc il dit que c'est un des déplacements de population les plus brutaux de l'histoire. Donc le sol, c'est vraiment pour moi c'est vraiment les racines, nos racines. Et quand on dit nos racines, évidemment que ça a un sens philosophique, ça a un sens, au niveau de l'arbre généalogique, d'ancrage, etc. Mais c'est aussi au sens plus pratique et concret, c'est ce que nous mangeons, c'est ce qui nous alimente. Donc le terme d'écologie me gêne un petit peu ici parce que on parlait pas vraiment d'écologie à l'époque, mais en tout cas ce qu'aujourd'hui on pourrait nommer d'écologie, c'est concrètement très lié à cette pensée coloniale. Et les deux sont intrinsèquement liés, et c'est exactement la même chose par rapport aux essais nucléaires qui ont été faits par la France dans le Sahara. Donc on va être ici précis, c'est l'armée qui fait des essais nucléaires dans le désert algérien. On va empoisonner méthodiquement un sol parce que quand on fait des essais nucléaires, ça empoisonne évidemment les gens qui sont sur place, les personnes, mais aussi le sol, et c'est pas quelque chose qui va empoisonner de façon épisodique, ça va être un empoisonnement sur le long terme. Il n'y a pas eu de décontamination des sols. Ces essais, ils ont été faits à partir, si je ne me trompe pas, à partir des années 62, je vérifierai, des années 60-62. Et voilà, en fait, c'est comme si on faisait des tests ou des essais ailleurs, et puis c'est pas grave s'il y avait un empoisonnement, donc comme je l'ai dit, des sols sur des années et des années et des années, surtout que la décontamination n'a pas été faite, et puis l'empoisonnement évidemment de la population, avec des gens qui ont eu des problèmes neurologiques très très graves, évidemment,
des problèmes neurologiques, des problèmes sûrement de cancer, toutes ces choses. Donc après, je ne suis pas spécialiste dans toutes les séquelles que ça a pu produire, mais en tout cas, et on s'en doute, ce sont des séquelles très graves. Donc, c'est ce problème du sol et de la terre, il est vraiment lié à cette mentalité coloniale, en fait, où l'autre est inférieur et où finalement on peut se servir de sa terre, enfin de la terre de l'autre, comme d'un laboratoire pour fortifier sa grandeur et sa gloire, ici, une gloire française et militaire, tout simplement. Et donc, je pense pas me tromper en me disant qu'on n'a pas appris ça à l'école. Personnellement, j'ai appris Hiroshima, j'ai appris tous ces lieux finalement qui étaient, évidemment que c'est important, mais qui étaient très loin géographiquement de moi, de la France. Et en fait, j'ai pas appris que beaucoup moins loin dans l'espace et dans le temps, il y a eu ces essais dans le désert saharien. Et c'est quelque chose que j'ai appris seule en fait, en faisant mes propres recherches, mes propres lectures. Donc c'est un peu l'idée de deux poids, deux mesures aussi qui me dérange ici. De ne pas, en fait, de ne pas ou mal instruire en fait tout simplement les élèves qui sont en cours et qui auraient ça ferait sens en fait d'enfin essayer d'apaiser tout ça, et ça commencerait à mon sens par l'apprendre, par pouvoir le questionner, l'interroger, au lieu de tout le temps toujours vouloir enfouir le problème, et de ne pas vouloir voir en fait de ne pas reconnaître ses torts et de ne pas reconnaître ce qui a été fait, au-delà de le reconnaître pour les populations directement touchées, mais aussi d'installer cette sorte de silence, de tabou oppressant, qui fait que finalement on n'arrive jamais à sortir de ces problèmes parce qu'ils ne sont pas débattus. On ne nous instruit pas à ces sujets. Mais je trouve ça assez délétère, cette façon de traiter le sol de l'autre finalement comme un laboratoire, comme un test, comme le lieu des essais en fait, et que ce serait pas si grave si c'était contaminé, parce que de toute façon la population française majoritairement n'en a pas conscience. Donc dans le cas de l'écologie décoloniale, finalement on s'intéresse au sol. Et le sol, c'est ce sur quoi on fait pousser des choses, ce qui nous nourrit. Et quand on dit nourrit, c'est-à-dire nous nourrit physiquement, avant de nous nourrir intellectuellement, spirituellement. Quand on parle des ancêtres qui ont habité ce sol avant nous, qui ont planté des arbres qui vont permettre de nous donner leur récolte, de nous offrir leurs fruits, c'est aussi nous nourrir, voilà, de façon concrète. On a besoin de nourriture pour survivre et pour vivre. Donc, si ces sols ont été maltraités, ont été brûlés, ont été empoisonnés par des pesticides, par des essais nucléaires, par que sais-je encore, c'est bien qu'il va y avoir un problème, au-delà du problème, si vous voulez, d'un sol qui est envahi, qui est colonisé, qui est détruit en fait dans ces rituels. Donc voilà, ça va être un sol qui est détruit aussi au niveau de l'alimentation, au niveau de ce qui nous nourrit et ce qui nous permet aussi de boire. Parce que faut pas oublier que quand on empoisonne les sols, ça peut aussi empoisonner les nappes phréatiques, comme c'est le cas avec le chlordécone. Ensuite, dans un domaine qui m'intéresse aussi, enfin qui est le même, mais pour lequel je suis un peu moins spécialiste, on va dire, enfin que je maîtrise moins, mais que je connais quand même dans les grandes lignes, sinon je ne me permettrai pas d'en parler, c'est la question du chlordécone, qui est un pesticide très hautement dangereux, qui a été utilisé surtout pour faire pousser des bananes dans les Antilles françaises. Je veux dire, c'est qu'il a été utilisé dans les Antilles françaises, en Martinique, en Guadeloupe, et ce, même après son interdiction en France en 1990. C'est-à-dire que on sait et on démontre scientifiquement que ce pesticide est très dangereux et nocif au niveau des grossesses, au niveau de la grossesse, au niveau des enfants, que ça peut créer des cancers de la prostate, en tout cas que ça empoisonne les personnes qui l'utilisent, ou qui se trouvent sur les lieux où il est utilisé. Mais malgré ça, malgré son interdiction en 1990 par la France, on continue de l'utiliser. Et évidemment, c'est pas n'importe où, c'est-à-dire encore une fois à ce qu'on considère être le lointain, l'étranger, comme si finalement ça allait pas nous affecter. Puis comme c'est des personnes voilà, dont on n'entend pas parler non plus par cette domination, cette hégémonie de la métropole, et bien finalement on fait des tests
c'est plus des tests en fait là, parce qu'on sait que c'est nocif. Malgré cette interdiction en 1990 du pesticide, on continue en Guadeloupe, en Martinique, empoisonnant méthodiquement les sols. Les personnes qui travaillent dans ces endroits, sur ces bananeraies, va créer des cancers. Et ça tout simplement parce qu'encore une fois, on considère l'autre, le lointain et l'étranger comme inférieur et comme... finalement, c'est pas notre égal si on peut se permettre d'utiliser son sol pour nous nourrir au détriment des personnes qui y vivent au quotidien. Donc ces sujets, ils sont passionnants et je pense qu'il y a énormément de choses à dire et à chercher là-dedans. Ce sont des dominations qui sont insidieuses, qui sont liées autant à l'écologie. Donc c'est vrai qu'on a eu un féminisme assez blanc jusqu'à assez récemment, jusqu'à ce qu'on se rende compte que comme je l'ai dit au début, être une femme noire ou être une femme asiatique ou une femme maghrébine en France, ça en fait ça décuple les discriminations. C'est la même chose pour l'écologie. L'écologie elle a été assez blanche jusqu'à ces dernières années en France. Et en fait c'est bien de se rendre compte à travers cette intersectionnalité que les personnes qui vivent dans d'autres endroits qui sont considérées comme inférieures et qui découlent en fait tout simplement des colonies françaises sont encore aujourd'hui touchées par ça, parce qu'aujourd'hui il y a encore des personnes avec des séquelles, des personnes qui ont des troubles sur leur corps physiquement par rapport que ce soit aux pesticides, aux essais nucléaires dans le Sahara et compagnie. Donc c'est quelque chose à déconstruire et quelque chose qu'il faut s'empresser d'étudier pour comprendre en fait le caractère systémique et problématique et extrêmement grave de ce qui découle en fait des colonies françaises et qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui et qui n'est pas réglé, toujours pas en France, quoi qu'en disent certains. Et on va en parler pour enfin commencer en fait à enclencher un processus de guérison tout simplement et à pouvoir je sais pas, au-delà d'excuses, je sais pas en fait si c'est des excuses dont ont besoin les peuples qui ont subi ça, mais en tout cas, nous, en tout cas pour la France, ça commencerait par, oui, peut-être des excuses et un apprentissage de ça, et surtout un arrêt de la colonisation des autres territoires, des autres personnes, de nos colonies, qui sont les colonies d'hier, mais qui continuent à être les colonies d'aujourd'hui par toutes les dominations qu'on continue d'y perpétrer. Je voulais donc vous lire ce passage d'un livre et qui, à mon sens, résume un petit peu mieux que ce que j'essaie de dire en fait avec mes mots. Voilà cette idée. Les humains sont inscrits dans des filiations qui dépassent le temps d'une génération. Les injustices ont une dimension diachronique, leurs effets et récits se transmettent pour faire de nous ce que nous sommes. C'est le sens du constat de James Baldwin, l'histoire n'est pas le passé. Donc voilà, je pense que c'est une bonne conclusion et que ce serait pas mal qu'on arrive à discuter de tous ces enjeux à travers ça. AWA, the Mafia, man.